Mesdames, Messieurs, bienvenue à Sur la terrasse. Toute bonne chose a une fin et c'est notre dernière. Ouais, on est cuit, mais aussi on est frit. Alors, on va manger des arancini à la friteuse et des légumes sur le barbecue. On a visité un micro-zoo. On reçoit le député néo-démocrate de Laval, José Núñez Melo. On a vu pour vous la comédie de l'art musicale Airspray et c'est pas un salon de coiffure. Notre chroniqueur H2O a fait du kayak au crépuscule. Le film de Brad Pitt. World War Z. Merci. Ça fait plaisir. Inonde nos écrans. Alors, ce film catastrophe, vaut-il vraiment le déplacement? Et puis, on vous fera découvrir une chocolaterie à la fois familiale, artisanale et équitable. Si vous avez envie de réaménager votre terrain, bien, Louise nous donne ses trucs. Et puis, pour terminer l'émission, on va trinquer, comme c'est notre dernière, avec une sangria remixée. Alors, sortez vos chaises de jardin Et vos parapluies. et joignez-vous à nous sur la terrasse. Eh bien, aujourd'hui, on va voir en double dans le cadre de notre volet restauration, puisque dans un premier temps, on parle avec Rocco Moscatiello du restaurant Rocco. Et un petit peu plus tard, on va parler aussi des gens avec qui vous vous êtes accoquinés. C'est les gens de la cuisine mobile to go. D'abord, c'est le chef Jacques Coutu, avec des petits airs un peu asiatiques. C'est un mélange québécois. Lui, c'est un napolitain. Bonjour, Rocco. Bonjour, monsieur. Alors, vous allez nous préparer, vous, la portion, si on veut, ici, par rapport au barbecue, des légumes. Des légumes grillés sur la grille que notre chef Jacques va vous préparer, avec un petit peu d'assaisonnement qui va vous expliquer comment les préparer, bien facile. Parlez-moi de votre restaurant. C'est fait cuisine italienne. On est dans la petite Italie. On est à l'angle de la rue Saint-Zatique et Saint-Laurent. Donc, en plein dans le cœur. En plein dans le cœur, comme vous rentrez, regardez du côté gauche, vous ne pouvez pas nous manquer. Et on spécialise, je peux dire, dans une cuisine moderne italienne. On a de tout, de la cuisine italienne, mais notre spécialité, c'est surtout une nouvelle cuisine moderne italienne. C'est quoi la différence maintenant, Rocco? C'est qu'au lieu d'avoir, comment je pourrais dire, c'est un mélange d'assaisonnement, d'ingrédients que le chef concocte pour le mettre tout ensemble. Et comme, comment je pourrais dire, le mot parmigiano, tout le monde y en fait. Comme nous, on s'en va un peu plus loin. On va travailler comme les brisato. Donc, les brisato, vous pouvez dire que c'est un style de... pas un tartare, mais un carpaccio. OK. Donc, une viande... Des viandes brisées, assaisonnées avec beaucoup pour les recettes. Le chef, lui, et tout, il est meilleur que moi placé pour les expliquer. Toi, tu n'as aucune origine italienne. Comment ça fait que tu es en cuisine italienne? Tu m'expliques ça? La cuisine italienne, c'est une cuisine qui est très, très, très simple. On n'a pas besoin des grosses recettes et des grosses si. Le produit, c'est la vedette. Pas besoin de trop essayer de les transformer, ça donne rien. Les Italiens, ils mangent comme ça. Fait que j'aime cette sorte de cuisine-là parce que c'est les produits qui sont en vedette, c'est pas nous. C'est ça. C'est ça que Et là, parlons des produits. Tu vas nous cuire d'abord, dans un premier temps, ça ici. Oui. Ce sont donc des légumes réguliers, jusqu'à plus réguliers. Est-ce que je vous dérange en changeant ça? Alors, dites-nous un peu, Jacques, ce qu'il y a là-dessus. Écoute, nous, on va juste saler poivrer avec de la fleur de sel. On va badigeonner avec une bonne huile d'olive avec des branches de thym. Et puis, on va finir avec une réduction balsamique. On va faire des zucchini, des aubergines, des poivrons rouges, poivrons oranges et puis des bons petits oignons rouges sucrés. Des beaux gros oignons rouges. Oui, monsieur. Le plat vedette chez Rocco, c'est quoi? Ça serait le veau. Notre veau est très, très bon. Très tendre. C'est ça. Ben, le plat vedette, ça serait la côte de veau. La côte de veau. La côte de veau, de la manière que Jacques le prépare, c'est vraiment unique en son genre. Attendez-vous pas, ouais, le morceau avec le petit os, C'est ta façon de préparer Oui, ça. voilà. Tu fais-tu la cuisine chinoise aussi, Oui. étant donné tes Beaucoup, origines? beaucoup. Bon, ben écoute, commence à nous montrer ça. Donc, comment est-ce qu'on cuit ça, ces légumes-là? Excellent. Là, un grill très, très chaud. C'est ça qui est important. Alors, zucchini d'abord. Zucchini, on peut en mettre quelques morceaux. Quelques morceaux d'aubergine. J'ai rien mis sur le grill Non, c'est ça, je vois ça. parce que ça colle pas. Un bon grill qui est propre, ça colle pas. Puis je vais mettre mes Des poivrons. poivrons. T'as assez de place pour les derniers morceaux? Non, ça va, ça. Ouais, ça va aller, comme ça. Écoute, je vais rajouter Ah, tu badigeonnes déjà? juste légèrement, parce que je veux pas que ça fasse trop de fumée. C'est ça.
mais je veux commencer à lui donner du goût. Donc, la branche de thym, c'est important. Donc la branche, c'est très, très important. Ça va lui transférer un petit peu de goût. Ça va être moins fade. Puis je vais y mettre un petit peu de poivre. C'est du poivre noir. Oui, monsieur. Tu dis ça avec assurance, c'est ton poivre préféré, c'est ça? Je suis chinois, j'aime bien le poivre de Szechuan. Renie pas ses origines quand même. Et puis on referme tout de suite. Et tu laisses cuire. Je laisse cuire environ 4 minutes par côté. La fleur de sel, à quel moment? Fleur de sel juste à la fin. À la fin. C'est un sel qu'on fait pas cuire Et la jamais. réduction, Un petit peu de réduction, une bonne huile d'olive. ça, c'est une fois que c'est tout. cuit. Tu fais Ouais. juste mettre ça là-dessus. On va voir, je vais faire le montage après. Je vais tout finir, puis c'est très, très simple. Redonne-nous l'adresse de ton restaurant. 6700 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Rocco. Chez Rocco. Merci beaucoup. Ben, on se retrouve plus tard avec les arancini. Non c'è problème. On va parler d'arancini avec Mille les grazie, invités. merci. Mille grazie. Grazie a me. Je sais pas dire en chinois, mais... Au musée Armand Frappier se déroule présentement l'exposition Les Micro-Zoos. Et en fait, c'est une incursion fort intéressante dans l'univers du micro-monde. Et pour nous en parler davantage, bien, on reçoit pour la dernière fois Younes. Allô, Younes? Ouais, c'est une mauvaise nouvelle pour la dernière fois. Oui, c'est plate, Tu sais hein? quoi? Non. Je suis sûr que ça va pas être la dernière fois entre moi et toi. Ah non? Oui, je suis sûr qu'on va se recroiser dans d'autres événements, c'est sûr et certain. Mais là, je suis ici pour vous te parler de l'exposition Micro-Zoo. C'est une exposition qui se déroule au musée Armand Frappier, situé sur le 531. Qui est présentement là? Boulevard des Prairies. Oui, c'est encore, vous pouvez y aller encore. Alors, c'est quoi l'exposition? Qu'est-ce qu'on nous propose dans cette... Qu'est-ce qu'un micro-zoo? Qu'est-ce qu'un micro-zoo? Plusieurs personnes ne savent même pas c'est quoi. Ben moi, je ne le sais pas du tout. Alors, c'est tout ce qui a rapport avec les cellules, les animaux, les insectes, même les plantes, la terre, c'est toutes des cellules qui sont vivantes. Tout ce qui est vivant dans la science. Donc, on présente tous ces micro-organismes-là dans ce musée. Et c'est très, très intéressant parce que ça apporte un regard différent sur la science. Puis ça approche... Là, quand je vous dis des termes comme biotechnologie, micro-organismes, c'est des termes qui peuvent sembler un petit peu compliqués, mais c'est très, très simple. Puis ça sert également à rapprocher monsieur, madame, tout le monde, puis surtout les jeunes à la science, puis à les initier à la science aussi. Les jeunes de tout groupe d'âge? De tous les groupes d'âge, vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Puis c'est très intéressant aussi de voir des familles et des camps de jour. Il y a des camps de jour? Il y a des camps de jour, oui, qui se déplacent, qui font une sortie. C'est très bien organisé au sein du musée également. Il y a un guide qui est là pour encadrer, pour expliquer. Il y a des ateliers qui sont proposés également à Sais-tu tout le qu'est-ce qu'on monde. fait dans les ateliers? On manipule des insectes qui sont morts et pour les dédaigneux. Ça serait pas une très On les mange pas toujours? Mais moi, ça me dérange pas. Moi, j'étais un vrai. Tout est c'est correct. Et qu'est-ce qu'on apprend vraiment? On travaille l'écologie, on travaille avec la terre. Qu'est-ce qu'on apprend? Alors, ce qu'on vraiment? apprend, c'est quelles sont, par exemple, les espèces qui sont inoffensives, quelles sont les espèces, quel est leur rôle au sein de la nature. Donc, parce qu'il y a, par exemple, des plantes qui dégagent certains produits, certaines toxines, exactement, qui sont très bénéfiques. Ça permet aux animaux et à d'autres plantes de survivre. Donc, la nature, il y a quelque chose... C'est le rapport entre l'écologie et les animaux. Une espèce dépend de l'autre. C'est très, très intéressant. Moi, je connaissais pas ça. Je suis pas quelqu'un nécessairement... Le cycle de la vie? Qui est... T'es trop jeune encore. Je suis trop jeune. C'est ça. Mais c'est très intéressant. Puis aussi, moi, je me rappelle que quand j'étais petit, je m'en allais au Centre des sciences de Montréal. Puis là, j'étais fasciné. Il y avait des présentations. Puis c'était présenté de manière originale. Puis on retrouve la même chose ici au musée André Frappier. C'est très fascinant. La manière aussi qu'on présente la science, c'est avec des exemples. Est-ce qu'il y a des mini-films qu'on peut regarder? Ou... Oui. Il y a toutes sortes d'ateliers. C'est très, très intéressant. Donc, ça suscite la curiosité des jeunes aussi. C'est une bonne manière de les inciter. Et quand on leur pose la question, quelle est véritablement votre mission en faisant cette exposition-là, c'était de rapprocher finalement monsieur, madame, tout le monde et surtout les jeunes, les initier à la science et de les rapprocher pour susciter leur curiosité. Et faire le tour de cette exposition-là, si j'y vais une journée, combien de temps à peu près ça peut me prendre? C'est quelque chose d'une heure ou de plusieurs heures? Ça dure, d'après mon estimation, un bon 1h30 là, pour faire le tour. Donc c'est quand même 1h30 de pur plaisir. Et au niveau des prix, c'est pour les portefeuilles de Monsieur Tout-le-Monde? C'est abordable. Il y a des tarifs pour jeunes, il y a des tarifs pour
pour les personnes comme vous et moi, adultes. OK. Et les enfants en bas de 2 ans, j'imagine, c'est gratuit ou tu n'as pas l'information? On va voir Pour sur le site. pour avoir ces informations, il faut aller visiter le site Internet qui est le www.musée-afrappier.qc.ca. Là, vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Et une information qui est très importante, c'est que pour les groupes, s'ils veulent y aller, par exemple, un compte jour qui décide de faire un petit tour, il faut réserver parce qu'ils doivent réserver un animateur pour le groupe. Donc, c'est très important. Mais toute l'information se retrouve sur le site Internet. Et toi, si j'ai à dire, bon, dans tout ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as préféré? Ce que j'ai préféré le plus, c'est la manière dont la science est présentée. À l'école, on nous apprend ça. C'est très théorique dans les livres, mais la manière originale, puis les couleurs. Puis... Je suis un petit gars, moi. J'aime ça, les couleurs, puis tout ce qui bouge, puis la musique. Bon, on te souhaite plein de couleurs dans ta vie, dans tes prochains projets. Je te remercie pour tes belles chroniques, celles d'aujourd'hui et les précédentes. Ben oui, c'est la dernière fois. J'aurais voulu me baigner dehors. Il fait pas très beau. Non, mais tu peux aller sous la pluie, par exemple. Alors, les gens à la maison qui vont chercher une activité à faire, bien, au musée Armand Frappier, en date... ça se poursuit toute la semaine. Toute la semaine. J'imagine encore au mois d'août, aller voir sur le site Internet. Ça peut être une belle alternative et surtout quand la Dame Nature se déchaîne comme aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. En 2013, il n'y a pas que l'été qui aurait été assombri, il y a aussi la scène politique en général. Pour nous dire le temps qu'il fait et qu'il fera sur la scène politique, on a le plaisir de recevoir le député de Laval, le député José Núñez Melo. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Dites-moi un peu, c'est pas facile ces temps-ci en politique. Est-ce que c'est plus facile du côté fédéral? Je vous donne raison, en général, non, ça va pas bien en politique, mais côté fédéral, nous avons réussi à faire beaucoup de compromis auprès du gouvernement des conservateurs dernièrement, et ça a terminé maintenant à l'ajournement de la Chambre, même un peu avant. Parlez-moi de Laval, les dossiers chauds à Laval pour vous, là, parce qu'il y en a d'autres, mais on n'en parlera pas. Oui, du côté fédéral, à Laval, il n'y a pas grand-chose, excepté certains points de service que le gouvernement conservateur a mis de l'avant à des coupures drastiques, draconiennes. Et ça a un gros impact envers la population que nous avons présentement, et mon bureau est débordé des appels de services. C'est des plaintes de quoi que les gens vous font, entre autres? Ben, les services directs que le ministère comme Ressources humaines avec l'assurance emploi a ici à Laval, quand les gens se pointent au bureau, ils trouvent tout de suite une pancarte qui dit déménager. Ils recommandent d'appeler. Mais vous appelez, vous passez 3 heures au téléphone sans aucune réponse et aucune explication, rien du tout. C'est surtout le travail saisonnier qui cause problème? Pas nécessairement, hein, parce que d'autre part aussi, il y a le Centre de développement Canada qui aussi a été déménagé à Montréal. Et il y a beaucoup de services que le fédéral donnait aux citoyens de Laval qui sont absents. Il faut que les gens se déplacent maintenant pour aller chercher de l'aide. Est-ce qu'on est désavantagé étant donné que le gouvernement est majoritaire conservateur et que vous êtes dans l'opposition? Est-ce que votre travail est plus difficile? Bien, en réalité, ça revient à nous la responsabilité de mettre de l'ordre là-dessus et c'est à nous de poser les questions comme opposition officielle. Du côté du conservateur, jusqu'à date, ils sont majoritaires, mais vous avez entendu pas mal dans les nouvelles qu'eux, ils commencent à perdre de plus en plus de députés. Des plumes, Moi, oui, je pense que d'ici 2014, ils ne vont pas être majorité, donc il va falloir déclencher des élections avant. Là, vous êtes devant une bonne partie des gens qui vous ont élu. C'était le 2 mai 2011. Vous leur dites quoi par rapport à Laval? Le NPD s'occupe de quoi en ce moment? Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Moi, j'ai déjà remercié, mais je ne cesserai jamais de les remercier et de dire écoutez, vous avez fait le bon choix. Parce qu'avec les vieux partis politiques de toutes les époques, libéraux, conservateurs, ils revenaient de l'un et l'autre. Au moins au Québec, la vague orange a fait la différence. C'est grâce à notre ancien leader, M. Jack Layton, que les gens ont compris et ont dit bon, maintenant il faut donner la chance à une troisième force au Canada. Parce que du parti du Bloc, ben, les gens ont compris qu'ils n'auraient jamais de résultats.
Mais c'est l'NPD à prendre la relève là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit, bon, au moins en 2011, si on écoutait. Et si on se tient dans la même veine, en offrant les mêmes supports aux Québécois, à la Chambre des communes, bon, j'espère que pour les prochaines élections aussi, ils vont choisir l'NPD. Et en tant que Lavallois, vous nous défendez sur quoi en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a de beau qui s'en vient? Parce que c'est tellement sombre partout. Même le temps est sombre, monsieur le député. Ben, regardez, c'est ça que je vous disais tantôt. Nous avons eu une grosse session qui a terminé le 18 juin dernier avec l'ajournement de la Chambre. Et nous avons fait des heures supplémentaires en Chambre jusqu'à minuit pendant au moins 3 semaines. Et le tout, c'était pour forcer le gouvernement majoritaire conservateur de mettre certaines corrections dans les projets de loi qu'il voulait passer. Et certains affectaient en très petite partie seulement les citoyens lavallois, comme je vous dis, surtout les points de service pour l'assurance emploi, développement et certains investissements qui étaient supposés de supporter auprès de la ville de Laval. Mais le tout, ça se tient, on verra qu'est-ce que ça va donner pour les mois prochains. Vous rêvez de quoi pour votre circonscription? Bon, je rêve que tous les services que le fédéral doit fournir à ses citoyens soient toujours là, présents, que les gens ne se sentent pas abandonnés, qu'on les écoute et qu'on fait les suivis appropriés. Il faut que vous me parliez de vous un peu, parce que avant la vague orange, les NPD, on ne les connaissait pas. C'est Jack qui vous a mis au pouvoir. Exactement, exactement. Vous avez appris sur le tas, là. Je veux dire, vous êtes député, mais vous étiez avant dans une autre vie complètement. Oh oui, non, attends. Avant, j'étais comme un fonctionnaire impliqué juste en politique au niveau des syndicats. J'étais délégué syndical pour les syndicats de la fonction publique ici, précisément à Laval. Et à la suite de beaucoup de changements et regardant ce qui s'est passé au niveau fédéral, moi j'ai embarqué en plein temps avec les NPD au niveau fédéral. Et quand en décembre 2010, on avait déjà les informations précises de qu'il y aurait prochainement des élections, moi je me suis impliqué davantage dans notre association. Et j'ai réussi à me faire élire premièrement comme candidat de l'association de Laval. Et par la suite, pendant la campagne électorale en général, je vous dirais que ça a été bien accueilli. J'ai jamais eu personne qui m'avait dit « Ah, vous, les politiciens, quoi que ce soit ». Il y avait une certaine ambiance à cette époque-là et tout, je vous dis, c'est grâce à Jack Layton. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour lui qu'on a voté, dans le fond, pour l'avoir. En ce moment, bon, si on veut vous contacter, parce que c'est sûr, en tant que Lavallois, on a peut-être des questions à vous poser, on le fait comment? Est-ce qu'on vous écrit? Comment on fonctionne? Oh, il y en a tous les moyens possibles pour communiquer avec moi. Premièrement, le point de contact principal, c'est le bureau que j'ai ici dans la circonscription, sur le boulevard Le Corbusier. Donc, on peut aller directement? On peut aller en personne. On suggère de prendre un rendez-vous, parce que des fois, il peut être un cas assez particulier qu'on aurait besoin d'autres ressources. Parce que mes ressources sont limitées, à un point tel que je n'ai pas un grand personnel. Mais on se débrouille. Vous êtes à l'écoute. Donc, on peut aussi aller sur le site josenunezmelo.npd.ca pour écrire, vous faire part, soit des bons ou des mauvais coups. Il y a tous les autres liens, Facebook, c'est vrai. C'est vrai, vous avez tout ça maintenant. José Nunez-Melo, merci d'être venu sur la terrasse, en espérant qu'il fera plus beau, et dans la politique et dans l'été. C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse de m'avoir invité. Bon été. Merci. Muchas gracias. Gracias. S'il y a un domaine où il faut constamment se réinventer, c'est bien en restauration. Et mes deux invités en sont un parfait exemple, puisqu'ils sont frères et sœurs. Et ils ont pris un vieil aliment et ils y ont donné une twist tout à fait moderne avec la cuisine mobile to go. Et j'ai le plaisir de recevoir Mélissa et Justin Riscala. Je l'ai bien dit? Oui, c'est bien ça. 20 ans, 19 même, 30 ans de jeunes entrepreneurs. Exact. Parlez-moi de cette cuisine mobile to go. Quand même, il fallait le faire.
Ben, dans le fond, l'idée est partie. Dans le fond, il y a avant 6 mois, j'avais aucune idée que ça existait de la cuisine de rue. J'ai un ami du travail qui m'en a parlé, puis tout de suite, ça m'a donné le goût de le faire parce que je veux étudier justement gestion d'établissement de restauration. Fait que tout de suite, ça m'a donné le goût de le faire. J'en ai parlé à Mélissa, puis elle a embarqué tout de suite. Fait que c'est comme ça que c'est parti pour ça. C'est une belle idée quand même. Très belle idée. Puis toi, tu fais quoi là-dedans? Est-ce que Parce que c'est ton petit frère, c'est l'idée de ton petit frère. Oui, tu l'encadres, tu fais quoi avec ça? C'est Bon, une maudite bonne idée, là, mais... ouais, non, ben on travaille beaucoup ensemble, c'est sûr et certain. On fait des recherches, tout ça. C'est très complexe, étant donné que c'est de la bouffe. Oui. Fait qu'il y a beaucoup de trucs, tu sais, c'est notre première expérience, donc il y a beaucoup de choses. On s'informe énormément, la recherche, tout ça. On travaille vraiment. On se complète bien. Force, disons. Oui. Mais moi, je suis plus au niveau marketing, à aller faire la prospection pour des événements, parce que nous, on est beaucoup plus intéressés à travailler, à être dans des événements. Donc, de vous promener. De se promener. OK. Ça, c'est le fun parce que ça nous sort de la routine. Exactement. D'avoir un pied. C'est toujours festif. Absolument. C'est agréable. Ça permet d'en avoir plusieurs, parce que là, c'est un premier canyon, mais il y en aura sûrement plusieurs. Pourquoi l'arancini? Je le dis bien, arancini? Arancini. Arancini, oui, OK. En fait, l'idée est partie parce qu'on cherchait un aliment qui peut toucher plusieurs places du monde. On sait qu'il y en a beaucoup dans la nourriture italienne, il y en a dans la nourriture indienne, il y en a dans la nourriture mexicaine, asiatique. Explique d'abord, c'est quoi un arancini? Un arancini, c'est une boule de riz, dans le fond. C'est sicilien à la base, là. Et c'est une boule de riz. Tu vois, Rico me dit que c'est napolitain, parce que lui est napolitain. Oui, ben c'est ça. OK. C'est une bataille entre les deux places. C'est ce que j'ai senti. Les deux disent que ça vient de eux. Fait que c'est pas clair. La vérité, on peut le dire. Donc, c'est ça. C'est une boule de riz farcie. Normalement, c'est prosciutto, fromage, puis il y a des petits pois avec la sauce tomate, puis tout ça. Et le tout est farci. Fait que nous, on est parti de cette idée-là, puis on s'est dit pourquoi on n'en fait pas une gamme multiculturelle. T'sais, on pourrait en faire plein de sortes. D'ailleurs, il y a quoi? Vous avez des arancini japonais, québécois, italiens, indiens. Oui, mais là, on en a plus. Étant donné qu'on fait ça, nous, comment ça fonctionne, dans le fond, c'est qu'on va chercher les arancini chez Rocco, qui fait notre préparation. Donc, nous, on a un événement la semaine prochaine, on a besoin de tant d'arancini. On va les chercher chez lui le matin parce qu'on veut évidemment des produits qui sont frais. Bien sûr. Donc, on va les chercher, puis on les fait cuire dans le camion. Étant donné qu'on fait ça dans le camion, on a 2 friteuses doubles, donc on ne peut pas s'étaler. On ne peut pas en faire des millions de sortes. Fait qu'on se limite à 4 sortes. Je veux savoir justement comment est-ce que le Québécois réagit à ça. Parce que moi, l'arancini, je ne connaissais pas ça avant aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça, mais ça commence justement, on en explique beaucoup, on a des pages Facebook qui expliquent même sur la page Facebook le produit. On essaye quand même de montrer les ingrédients parce qu'on s'éloigne, on reste quand même dans l'idée de l'arancini, mais on s'éloigne quand même en allant, par exemple, le québécois, qui est dans le fond, c'est un pâté chinois en boule frit. Fait qu'on garde le concept d'une boule frite. Puis vous développez. On développe pour que ça devienne multiculturel. Exactement. OK. Et on va vous voir, on va vous goûter aux Fêtes gourmandes internationales de Laval, un petit peu partout. Page Facebook, vous allez sur Cuisine Mobile Tougo, T-O-U-G-O. Et sinon, peux-tu donner le numéro de téléphone? Oui. 514-978-6846. Qui c'est qui répond, c'est toi? C'est moi qui réponds. C'est toi qui réponds, Justin? OK. Puis si on peut demander à votre camion de se rendre sur des événements, c'est ça? Certainement. OK. En tout temps. Ben, belle initiative. Ben, merci beaucoup. La cuisine C'est mobile bon de to go. savoir. Belle idée, vraiment. Wow. Parfait. La comédie musicale Airspray est présentée depuis quelques semaines et pour nous la faire découvrir, Martine Larose est allée y assister pour nous. Moi je t'aime quasiment, où chaque jour contient 1000 traits. Dans le cadre du festival Juste pour rire, présenté par Vidéotron en collaboration avec l'Auto-Québec, une comédie musicale est reprise, mise en scène par Denise Filiatro et une distribution d'artistes fort intéressante, dont entre autres 3 académiciens. Aujourd'hui, on est au Théâtre Saint-Denis à Montréal pour voir un extrait de la comédie musicale Hairspray. Ah, les adolescentes, elles sont toutes folles du Corny Collins Show. Arrêtez de compte, oui. C'est pas convenable de danser sur cette musique de personne de couleur. Non, sois pas stupide, y a pas de couleur là-dedans. La télévision est en noir et blanc.
colle vraiment à la peau. Comment tu te sens dans ce rôle-là? Ben, en fait, j'aime ça. C'est drôle parce que c'est un peu la caricature d'un animateur. Moi, j'ai étudié là-dedans en animation radiophonique. Fait que, tu sais, j'en fais déjà un peu. Je fais des chroniques à la télévision, à Sucré-Salé, j'anime à C'est quoi, tu sais. Je continue de chanter. Fait que pour moi, de varier tout ça, puis en plus de le faire en caricature, tu sais, j'ai beaucoup regardé Michel Louvain, après ça, Joël Denis, après ça, bonjour, comment ça va? Je vous attends. T'sais, fait que toutes ces petites choses-là, avec les petits mouvements de bassin qui faisaient crier les filles, tu sais, c'est un peu de se ramener à cette époque-là qui est vraiment drôle. Puis ça m'a toujours fait rire. J'ai toujours aimé cette époque-là, tu sais. Je trouve qu'en plus, la mode est belle. J'aime les sous. T'es vraiment beau là-dedans. Ben merci. C'est une couleur qui est le fun. Mais ça, c'est tout grâce à Pierre-Guy et à Suzanne Harel. On est bien chanceux. Ça représente quoi au niveau des répètes? 2 mois de travail? C'est quoi? C'est tous les jours? C'est 24 heures par jour? C'est sûr que c'est énorme, mais en même temps, je pense qu'il faut dire un gros merci à Marie-Hélène Dufort, qui est l'assistante de Denise, qui est vraiment un peu notre directrice de production, qui a fait un travail, là, un travail de feu, littéralement, là, pour arrimer les horaires de tout le monde. Parce que, moi, je le disais, moi, j'anime aussi à la radio à Québec. Fait que, moi, je fais plein d'allers-retours, mais elle a toujours fait en sorte que mes horaires à moi, à la radio, puis les horaires d'Airspray, ça rime bien ensemble. Puis elle a fait ça pas juste pour moi, on est 29. Elle a fait ça pour les 29, pour les 7 autres musiciens aussi, pour les machinistes. Puis tout le monde, ben, tu sais, il met du cœur là-dedans, puis il met du sien. Puis c'est ce qui fait que ça marche aussi bien. Mais oui, c'est sûr que ça représente à peu près 200 heures de répétition en 2 mois. Mais, tu sais, c'est pas énormément. Puis en même temps, il y a beaucoup de travail à la maison. Mais quand tu le fais parce que tu aimes ça, tu n'as pas l'impression que c'est du travail, puis c'est de l'effort. Est-ce qu'on se retrouve un petit peu dans les anciennes amours de Star Academy, étant donné que c'est une grosse gang encore? Bien, en fait, je t'avouerais qu'au début, j'ai trouvé ça me rendait nostalgique. Ça me rend encore un peu nostalgique parce que c'est complètement une autre gang. Fait que là, quand on arrive comme ça en répétition, des trips de coulisses, des insides qui arrivent, puis là, tu sais, une espèce de métalangage qui se crée autour de tout ça à cause des répliques, à cause de tout. Mais ça me fait beaucoup penser à Star Academy. Ça me fait penser aussi avec Québec Sim, une autre gang avec qui j'ai trippé énormément. Ça me fait penser à ça, mais en même temps, tu sais, je sais que c'est pas des gangs que je perds. C'est des amis que je me fais. Ça rend nostalgique, mais c'est tellement un beau moment en ce moment, une belle période de ma vie qu'il faut que j'en profite au maximum. Est-ce que pour toi, au niveau de la carrière, on se dirigerait plus vers des comédies musicales comme ça, où le côté solo t'intéresse toujours encore beaucoup? Beaucoup. J'écris encore mes tunes, je compose chez nous, mais tu sais, ça me permet de prendre mon temps. Ça me permet de dire que je suis pas... tu sais, la musique, la chanson, ça reste ma passion. T'sais. J'adore les comédies musicales, j'adore la radio, j'adore la télé, mais ça me permet de faire ces 3 choses-là, ce qui fait que je suis pas dépendant de ma passion, puis je peux la faire vraiment quand je serai prêt. T'sais, je peux prendre mon temps là-dedans. Puis ben, ça me fait du bien parce que ça me stresse pas. T'sais, je le fais pas en étant stressé, je le fais juste parce que ça sort, puis j'ai le goût que ça sorte, puis j'ai le goût de m'exprimer. Puis quand je serai prêt, je serai prêt. Mais pour l'instant, des comédies musicales, s'il y en a, ben amenez-en. Moi, j'adore en faire. De la radio, de la télé, ben ça, je suis dans mon monde aussi, j'adore ça. Au niveau de la répète des textes, est-ce que c'est difficile? J'étais quelqu'un qui, quand j'étais plus jeune, ou quand je veux pas me forcer à apprendre un texte, ça s'apprend tout seul. Je connais les textes de tout le monde. Les miens, j'ai eu de la misère. Drôlement, je sais pas pourquoi, c'était plus difficile. Mais au fur et à mesure, tu apprends à jouer avec, tu apprends à aussi à comprendre. C'est une histoire, hein? Fait que c'est facile à apprendre d'une histoire. Tu sais, moi, je viens d'un village, je vois que c'est des contes, il y en a en masse. Tu retiens la tradition orale. Puis à partir du moment que tu comprends que c'est une histoire du début à la fin, tu as un début, tu as un milieu, tu as une fin, bon, ben, ça vient facile à apprendre. Là, c'est juste des petits trucs au début à se donner, mais j'avoue que ça n'a pas été facile tout le temps. Hey, merci beaucoup, Brian. Merci. Vraiment, le rôle te colle à la peau. Merci. On se voit au show. Et moi, Le rôle a été comme créé pour toi? Mais c'est gentil. Écoute, oui, disons que je suis pas en terrain si inconnu. C'est sûr qu'il faut que j'apprenne à jouer la prétention un peu plus, à moins que tu trouves que j'ai l'air si prétentieux. Mais le regard est là, le visage est là. Oui, t'es dans le personnage totalement. 2 mois de travail est très, très intense là, pour atteindre ce regard de Link-là. Est-ce que c'est un rêve de faire une comédie musicale comme ça? Vraiment. Écoute, moi, plus jeune, j'en ai vu des comédies musicales, puis je faisais du théâtre au secondaire, puis en même temps, je chantais, puis je me disais que si un jour je pouvais marier la comédie et le chant, ce serait la plus belle chose au monde. Puis là, je le vis en ce moment avec Airspray, c'est super. J'aurais pas pu demander mieux. On va pas demander mieux que ça. Hein? Vous êtes une belle distribution aussi, j'imagine que plusieurs amitiés se sont créées. Oui, écoute, on est tellement une belle gang, ça c'est le fun quand t'arrives dans un groupe comme ça. Surtout moi qui ai peu d'expérience, j'arrive de Star Academy, j'ai une formation de chanteur. D'arriver dans une gang où là tu retrouves plein de gens, des gens qui ont fait ça toute leur vie, des gens qui arrivent, des danseurs, des chanteurs, des comédiens. Puis là, tout ça qui se mixe ensemble, puis en plus qu'on s'entende bien, c'est génial. Écoute, je pense qu'on va tous aller prendre une bonne petite bière ensemble après la première pour se féliciter. Puis on va passer un maudit bel été. Tracy Turnblad, où sont tes manières? Viens, dis bonjour à notre invité. bonjour, Madame Pingleton. Puis toi, Penny? Bonjour.
Ben, c'est beaucoup de respect maintenant pour la beauté féminine qui sort le vendredi parce que c'est 1h15 de maquillage. Des faux seins, fausses fesses, des faux cils, les perruques et tout ça. C'est que beaucoup de respect pour la beauté féminine. Ouais. Est-ce que vous êtes inspiré un peu pour la préparation de John Travolta au niveau de son personnage? Oui, moi j'ai beaucoup aimé le film avec Devine, le travesti Devine, qui était vraiment plus un personnage passé un peu dans la friteuse, là, dans le gras de Gracie Spoon. Mais Travolta, c'est un petit peu plus rose bonbon, un peu à l'américaine, quand les autres décident de reprendre des films puis de mettre beaucoup de sucre à la crème là-dessus. Puis il était plein de prothèses aussi. Mais avec Jean Bégin, le chef maquilleur, c'est qu'on a créé ça. Rachel Tremblay, les perruques, Suzanne Arel, les costumes. J'ai pas eu grand-chose à faire à part quand on met tout ça sur notre dos, on se transforme. Vous êtes belle. Ouais, c'est ça. Je suis inspiré d'un mélange de Jerry Boulet et de Jackie Kennedy. On vous laisse aller prendre la photo. Merci, OK, au plaisir. Bye, bye. La comédie musicale Hairspray fera sûrement fureur cet été. Elle prend l'affiche au Théâtre Saint-Denis à Montréal à compter du 20 juin prochain. Dépêchez-vous, allez chercher vos billets. Notre chroniqueur H2O a pris l'eau. Hein? Il a fait du kayak au crépuscule, Jean-Luc Bouchard. D'abord, merci d'être ici. Oui, bien, merci à toi. Oui, je me suis mouillé pour une fois, pour vrai. Mais non, je me suis mouillé quand même quelques reprises. Mais là, je vous ai déjà parlé du parc de la rivière des Mille-Îles pour les activités pour les jeunes, pour les camps de jour notamment. Sauf qu'il y a d'autres choses, il y a plein d'activités à faire, dont le kayak au crépuscule. Et ça, c'est bon pour tout le monde. La famille, on peut y aller... on peut y aller seul, mais il faut réserver pour attendre qu'il y ait un groupe qui se forme éventuellement. Et là, on le dit, c'est du kayak au coucher du soleil. Ça va être magnifique, là. C'est très beau, c'est vraiment beau. Moi, je suis allé une journée où c'était ensoleillé, justement. Donc, une des rares journées de l'été, je suppose. Oui, bien, j'ai annulé pour pouvoir arriver à un coucher de soleil qui a de l'allure, finalement. Donc, c'est une bonne idée. On en a eu un beau. Puis, c'est vraiment intéressant. C'est une randonnée de 2h30 qu'on nous propose au départ. Puis, on part du point de rencontre là, qui est situé sur le boulevard Sainte-Rose, un peu à l'est, entre l'autoroute 15 puis le boulevard... La 100... c'est la 15, tu veux dire? Ah non, l'autre, en tout cas. La 130. La Belle. Ah, du boulevard La Belle, tu veux dire la 117? La 117. OK, correct. Moi, je t'ai perdu on des est entre les deux. OK. Vous allez voir, c'est assez gros. Là. On peut se repérer assez facilement. On arrive là, puis les locations sont toutes au même endroit. On part en kayak. C'est une randonnée de 2h30 dans les îles. C'est beau, hein? C'est super beau. Il y a un guide qui est là pour nous aider aussi. Puis le guide est là, évidemment, pour nous orienter, mais aussi pour nous expliquer à quoi ça ressemble, la faune, la flore dans l'environnement. On peut même peut-être accoster un peu pour explorer certaines îles. Parce qu'on est dans une réserve faunique, il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'animaux. Plein d'oiseaux, c'est plein de poissons. Des grands hérons, j'ai vu. Des canards, des hérons, il y a tout. Il y a tout, il suffit d'être attentif. Puis l'avantage du coucher de soleil, c'est que la faune s'active encore plus que le jour. Donc, c'est très beau, oui, pour le coucher de soleil, mais aussi très bien pour faire de l'observation. Puis toi qui n'es pas comment je te dirais, c'est pas ton élément, l'eau, tu nous l'as dit pendant la saison. Oui. Et comment tu t'es débrouillé en kayak? Très bien. J'avais fait du kayak une fois il y a 10 ans, du kayak de mer en voyage au Mexique. Là, on s'entend qu'il y a beaucoup de vagues. Ça n'a rien à voir, là. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant sur la rivière des Mille-Îles. Le courant est fort plus bas sur la rivière des Prairies, un peu plus. C'est vrai. Mais sur la rivière des Mille-Îles, c'est parfait. Le niveau d'eau est très élevé cette année. C'est vrai, on manque pas d'eau. C'est assez exceptionnel. On manque pas d'eau, la preuve. Vraiment pas. Ça va peut-être diminuer et ça change assez rapidement. Il suffit qu'il fasse chaud quelques semaines, puis le niveau va chuter quand même pas mal. Bon, ça coûte quoi pour louer ça? C'est pas cher, c'est 17 $ pour la randonnée de 2h30. Ah ouais? Ouais, il suffit juste d'appeler pour vérifier parce que si on n'est pas un groupe, on partira pas avec un guide. Il faut être un groupe de combien de personnes? Ben, plusieurs, là. On me parlait d'une trentaine. Là. Ah donc, oui? ben, ça peut être moins, j'imagine. Ils sont très malléables. Hein? On appelle, ils disent, écoutez, il y a déjà un groupe de 6 personnes, plus vous, mettons, plus 4. Ah, OK, on s'ajoute, là. C'est ça, on s'arrange. Il ne suffit pas d'être 30. Donc, juste d'appeler pour réserver, pour essayer de faire concorder tout ça comme il faut. Puis physiquement, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est dur? Non, ça se manie bien. Okay? Donc, c'est sûr que c'est pas aussi stable qu'un canot. Un canot, on est quand même 4 ou 5. Quand tu parles de stabilité qu'un canot, déjà là, c'est un grand mot, la stabilité, parce que... Bien, c'est sûr que ça tangue un peu, mais il y a zéro courant, donc c'est pas si fait. Puis pour le kayak, c'est stable. Quand on est à l'intérieur du kayak, c'est très stable, mais on peut facilement être déstabilisé. Là. Donc, il faut garder... faut être à l'aise quand même. Là. Une fois qu'on est installé, après ça, moi je pensais qu'il fallait vraiment traîner avec les bras
Mais j'ai appris que non. C'est pas les bras qui travaillent, c'est tout le reste du corps. C'est le tronc, les jambes. C'est pour ça que t'es si musclé, là. Écoute, après ne serait-ce que 20 minutes de kayak... Mais la pagaie dans l'eau, ce que ça nous sert, c'est un point d'ancrage. Plus qu'un mouvement, vraiment. Ce qu'on essaie de faire, c'est de bloquer la rame. Puis ensuite, avec notre tronc, dans le fond, on se tourne pour aller pousser le kayak. En tout cas, c'est moins épuisant. Parce qu'à la longue, juste pagayer avec les bras, on ne fera pas 10 coups, on va voir arrêter. Et ça, c'est tout l'été? On peut faire ça? Oui, on appelle, on réserve. C'est super flexible. Si on est un très gros groupe, il y a les Rabasca aussi, donc ça peut avoir jusqu'à 10 personnes. Grands canots avec le monde dedans. Ça, c'est les randonnées au flambeau, en fait, pour les Rabasca. Parle-moi de la route bleue, parce que tu voulais au moins m'en jaser un petit peu. C'est quoi la route bleue? Oui, ça, c'est assez spécial. La route bleue des voyageurs, en fait, c'est un parcours de 155 km sur la rivière des Mille-Îles aussi. En kayak? On peut le faire en kayak, mais c'est divisé en 8 segments parce qu'on s'entend que 155 km, on va passer 3 semaines. Bien, oui. Donc, par petit segment, on prévoit 8 heures quand même de temps. Donc, il faut être plus expérimenté, il faut avoir un peu l'habitude parce qu'on peut facilement s'épuiser encore si on n'a pas les bonnes techniques. Puis évidemment, il y a une arrêt là-dedans qui est prévu d'1 heure là, pour pouvoir manger auprès d'une île ou sur le bord de la rive. Donc, c'est 8 segments d'après une vingtaine de kilomètres chacun. Et ton appréciation de ta randonnée en kayak au Crépuscule? Très agréable. Puis je dirais que ça a été une première, on peut dire, dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, et c'est très facile. Donc, moi, j'encourage les familles à le faire, même si c'est une première fois. Ça vaut la peine, on vous montre comment le faire. C'est pas très forçant quand on prend l'habitude, sinon on prend des pauses, puis quoi de mieux que de prendre une pause au milieu de la rivière. Donc. Et d'avoir ce temps-là pour nous, ce qu'on prend rarement. Alors, réservation et information, 450-622-1020, poste 227. Sinon, www.parc-1000-île.qc.ca. De toute façon, ça apparaît au bas de l'écran. Écoute, merci pour tes chroniques pendant l'été. Au plaisir de se revoir. Ben oui. Merci, Jean-Luc. Merci. Ce n'est pas qu'un des blockbusters de l'été, c'est aussi un exercice de prononciation. World War Z, pour nous en parler, notre critique cinéma MVP, Nicolas Vincent Poirier, qui l'a vu. C'est ton genre de film, ça? Oui, c'est mon genre de film. Les zombies, c'est mon genre de film. C'est très bien, mais par contre, il faut faire attention. Un film de zombies qui sort maintenant à ce temps-ci de l'année avec des gros blockbusters qui sortent, le but, évidemment, ces temps-ci, c'est de ne pas séparer les familles. Les gens vont aller voir un film pour toute la famille. Donc, un film de zombies, en général, c'est 16 ans, 18 ans et plus. C'est plus à l'Halloween, d'habitude, me semble, ce genre de film-là? C'est beaucoup plus, ça sort directement en Blu-ray, en DVD maintenant. Il y a plus de temps que ça des films d'horreur en salle. Et étonnamment, c'est plutôt au mois d'août qu'il y a des films très violents. C'est ça, justement, la reprise des classes. Au mois de juillet, le mois de juin, c'est les gros blockbusters. Rendu au mois d'août, on sort les trucs un petit peu plus violents, avec un petit peu plus de sang. Et la raison pourquoi ce film-là est sorti maintenant, c'est que, bon, bien évidemment, il y a Brad Pitt dedans. C'est un gros blockbuster avec 125 millions de budget. Ils ont dépassé jusqu'à 200 millions durant le tournage du film. Et dans le fond, c'est une histoire réaliste. Qu'est-ce qui se passerait si vraiment les zombies, on serait envahis par les zombies? Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus un film d'action qu'un film d'horreur. L'horreur est suggérée. Quand un zombie attaque quelqu'un, il mord et une fois que la personne est mordue, 5 secondes après, c'est un zombie aussi. Donc, il n'y a pas de gens qui se font arracher des bras, des jambes, des têtes puis tout ça. Il n'y a pas ça là-dedans. C'est pour ça que tu dis que c'est un film familial. C'est-à-dire qu'on peut amener les enfants, c'est un peu suggéré, puis en fait, les enfants, il faut... Pas vraiment horreur, là. C'est de l'action. C'est de l'action. C'est de l'horreur suggérée, pour moi, c'est pas de l'horreur. Ceux qui aiment vraiment des films de zombies, je pense, vont être assez déçus par ce film-là. Parce qu'il n'est pas assez zombie, c'est ça? Eh bien, c'est que quand on voit les zombies, c'est juste une espèce de grosse masse de personnes faites par animation. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste. Un film de zombies, c'est un peu plus macabre. Ben oui, d'habitude, un vrai film de zombies, c'est le maquillage. C'est pas juste du CGI qui apparaît d'en face de quelqu'un parce que tout à coup, elle est transformée en zombie. Et les zombies, ça bouffe de la chair humaine. Ça fait pas juste mordre et passer à un autre après. Donc, là-dessus, c'est une bonne initiation pour ceux qui veulent pousser plus. Un zombie 101, quoi. C'est ça. L'histoire. Parle-moi de l'histoire, Nicolas. Alors, l'épidémie de zombies arrive. Comment, pourquoi, on le sait pas. Dans le scénario, par contre, à la base, ce qui était drôle, c'est que c'était censé être en quelque part en Chine. Mais les producteurs se sont dit, on peut pas faire ça, on va être censuré par le gouvernement chinois. Et en plus, c'est un gros marché, la Chine. OK, bon, on le sait pas trop. On pense que c'est peut-être en Corée, mais c'est peut-être ailleurs.
Brad Pitt, lui, dans le fond, c'est le mâle alpha. Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Pas grand-chose. Il y a juste une logique que les autres ne semblent pas avoir. C'est vraiment ça. Et lui, le gouvernement américain le veut absolument pour essayer de trouver la source, pour trouver comment régler ce problème-là. Qu'est-ce qu'il est là-dedans, lui? Il est un monsieur tout le monde ou il a quelque chose, il y a une recette? Non, il n'y a vraiment rien de particulier. On comprend qu'il a déjà travaillé pour les Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? On ne le sait pas. Mais on le suit, tout le monde le veut, c'est que là, on le suit, il se promène à travers le monde, essayer de trouver d'où est-ce que ça vient et comment régler le problème. Parce que là, les zombies, il y en a partout, là. Ah oui, il y en a partout. On se fait attaquer, on se fait mordre, 5 secondes après, on en est un aussi. Donc, les gens vivent sur des bateaux ou dans des endroits sécurisés. Parle-moi des effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est du gros CGI. C'est quoi du CGI? Computer Generated Image. Okay, des images faites par ordinateur. Moi, j'ai pas trouvé que c'était très bien réussi. Ce qui est un bon effet spécial, c'est quand tu ne le remarques pas. C'est ça un bon effet spécial. Oui, exactement. Donc, si on le remarque, si on comprend, OK, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est pas réussi. Et pourtant, juste avec The Avengers l'année passée, ils ont bien réussi. Il y a des fois, je voyais Hulk puis je me disais, c'est-tu vrai ou c'est vraiment par ordinateur? Ils m'ont fait douter. Donc, un an après, ils ont eu le temps en masse de développer quelque chose de mieux que ça. C'est réalisé par qui? Par Mark Foster. C'est celui qui a fait, entre autres, l'avant-dernier James Bond, Quantum of Solace, qui n'avait pas été une très grande réussite, disons-le. C'est pas une grande cuvée de James Bond, c'est ça? Non, absolument pas. Et ce film-là est basé sur un roman qui a été publié en 2006. Et Brad Pitt et Leonardo DiCaprio se sont battus en 2007 pour avoir les droits pour justement adapter ce film-là. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'on peut présumer dans ce film-là que le gouvernement américain, l'armée américaine, a aidé la production. Et ça, c'est pas une théorie de complot ou quoi que ce soit. C'est très réel. On peut penser à Transformers qui a bénéficié du plus d'aide justement de l'armée américaine. Pourquoi au juste? Ça? Parce qu'on voit des hélicoptères, des vrais hélicoptères, pas en CGI. Et louer des hélicoptères, je suis pas trop sûr. Je présume qu'il y a certaines parties qui ont été tournées sur certaines bases. On reconnaît vraiment les commandites. C'est ça. Dans le fond, c'est très politically correct. C'est très correct. L'armée agit d'une façon très correcte. Comparé à d'autres films, justement, où l'armée, elle peut être plus d'un bord ou de l'autre. Dans ce cas-ci, c'est vraiment les bons. Ça donne un indice. Bon, je te donne... parlons d'indices. Sur 10, tu donnes... Moi, je donne 2 sur... mettons sur 5, ça serait 2. Sur 10, ça serait 4. Pas plus que ça? Ah, pas plus que ça, parce que c'est pas un vrai film de zombies. C'est plus un film d'action, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas de gros punch. Donc, attendre qu'il sorte en DVD. Attendre qu'il sorte en DVD, ça vaut pas le coup. Même la 3D, je l'ai vu en 3D. Le 3D est correct, mais... On l'entend qu'il passe de la télévision, c'est encore mieux. C'est très ordinaire. Bon, ça fait le tour de la chronique. Merci pour cette saison, Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous. Garde ta passion. Oui. Pour mon invité, le chocolat, c'est une passion. Ouais, il a changé de carrière et aujourd'hui, il est chocolatier. Il est de l'Auberge du chocolat, Najib Akiki. Quelle belle histoire vous avez, Najib. Dites aux gens, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être chocolatier? En fait, moi, j'ai une formation en philosophie et j'ai une carrière en enseignement. Et comment c'est arrivé, ce changement de carrière-là? Donc, moi, j'avais observé un jour ma belle-mère qui travaillait des truffes. Donc, là, elle me dit, au lieu de m'observer, viens m'aider au moins. Du caractère, votre belle-mère? Oui. Donc là, j'ai beurré mes mains, j'ai commencé à rouler les truffes à la main et j'ai trouvé ça fascinant. Moi, j'étais toujours chocophile, j'en mangeais de toutes les saveurs. Et là, je me suis dit, peut-être j'ai trouvé, surtout quand on a dépassé les quarantaines, là, on commence à changer des choses dans notre vie. Et je me dis, voilà, il faut que je sois chocolatier. Donc, je commençais à faire des chocolats. Et c'est devenu votre gagne-pain aujourd'hui. Oui. Une très belle chocolaterie. D'ailleurs, vous y mettez votre touche parce que d'habitude, une chocolaterie, ça fait des chocolats, mais ça ne crée pas souvent des collections. Vous faites des collections de chocolat, là. Presque joaillier, dans le fond. Oui, parce que je travaille et sur la diversité des saveurs et sur la présentation. Donc, j'essaie toujours de trouver des saveurs qui n'existent pas ou bien qui sont rares et
La présentation aussi, parce que je pense que le chocolat, c'est un produit noble et qu'il faut vraiment le présenter d'une façon pour le mettre plus encore en relief. Quand vous dites que vous êtes une chocolaterie artisanale, ça veut dire que tout est fait à la main, c'est ça? Oui, c'est ça l'artisanat. Donc là, j'insiste parce que ce n'est pas des machines qui fabriquent ces bonbons au chocolat. Chaque bonbon au chocolat, si je prends celui-là, avec du chocolat au lait et les 3 noisettes. Donnez-moi les noms, ouais, je vais l'essayer. Je dis ça comme ça, je suis vraiment obligé. Là. C'est lui qui me force à essayer un de ces chocolats. Voilà, je vais vous le déplacer avec la cuillère. Ah, vous n'êtes pas obligé? Non, ça va? Oui, okay. Regardez, vous avez les mains propres, vous? Oui. Chocolatier. Parlez donc pendant que je goûte. Donc ça, par exemple, c'est du chocolat au lait avec des noisettes grillées, de vraies noisettes grillées. Donc c'est pas la machine qui a fait ça. Donc là je dois disposer les 3 noisettes, couler le chocolat au lait juste à temps parce que c'est un chocolat fin que j'utilise. Donc il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'huile hydrogénée et on a besoin de le tempérer. Donc c'est tout un processus pour travailler avec un chocolat fin. Donc, ce n'est pas le chocolat composé qui n'a rien que de produits chimiques dedans. Et vos produits sont équitables. Vous achetez du chocolat équitable. Ça, c'est important aussi de le dire. Oui, c'est équitable. C'est une condition première. C'est pour cela que j'utilise des chocolats avec de grandes marques qui sont certifiés équitables. Parlez-nous des autres produits que vous nous avez amenés, Najib. En fait, les autres produits, si on va parler de cette fleur-là, c'est du chocolat noir aussi, et à l'intérieur, il y a du caramel fondant. Donc le contraste entre le croquant du chocolat et le fondant du caramel, ça donne une autre expérience gustative aussi. Votre échelle de valeur, c'est votre goût, j'imagine? Si ça vous plaît, vous le faites, c'est tout ça un peu? Oui. J'ai aussi mon comité de sélection, mes 3 enfants. Ah ben oui, c'est vrai. C'est un bon comité de sélection. Voilà. Les grissini, c'est des grissini trempés avec du chocolat noir ou bien du chocolat noir avec de la fleur de sel. Donnez-moi là, ici. Je vais le confisquer. Je vous le dis tout de suite, je le confisque. Non, donc, OK, ça, c'est un des produits. Sinon, parlez-moi des petits chocolats que vous avez faits, là, parce qu'il y en a en forme de cacahuètes. Voilà. Donc, ceux qui sont en forme de feuilles d'érable, c'est du beurre d'érable. Et ce que j'ai utilisé, c'est le chocolat noir 52%, ce qu'on appelle le mi-amer, avec un beurre d'érable. De ce côté-là, j'ai les arachides salés. Ce sont des arachides grillés salés, aussi couverts avec du chocolat noir 52%. De même, les demi-sphères, ce que j'appelle la planète caramel, en fait, c'est du caramel fondant avec du chocolat noir aussi 50%. Et il y a des tartinades en plus. Ah, les tartinades. Là, vous faites exprès, là. Je le fais exprès, là. Parlez-moi... OK, les tartinades, en fait, ce sont des saveurs que vous pourriez trouver dans des bonbons au chocolat ou bien dans des tablettes, comme par exemple le piment d'Espelette, la fleur de sel de la Guérande, ou bien tout simplement les noisettes grillées. Moi, j'ai inclus ces saveurs-là dans les tartinades. Donc, on peut en mettre sur son pain le matin. Sur son pain, on va tremper du chocolat, on va les mettre sur des gaufres, sur des crêpes. Par exemple, la classique, c'est avec de vraies noisettes grillées. Ce n'est pas la saveur de noisette. Le piment d'Espelette, c'est un arrière-goût de piment. C'est toujours le produit chocolat qu'on va déguster en premier lieu. Et l'arrière-goût, c'est du piment. Et la troisième, c'est la fleur de sel de la Guérande. Écoutez, on pourra en jaser encore des heures et des heures. Est-ce que vous allez revenir à l'émission un de ces jours, sûrement? Hein? Bien sûr. OK. L'auberge du chocolat, 477 rue Jean Dallaire à Laval, 983-0477 dans le 450, sinon l'aubergeduchocolat.com. Vraiment fascinant. Merci, Najib. Merci à vous. Je vais forcer un peu. Alors, c'est la dernière. Et pour finir en beauté, Louise nous donnera quelques conseils pour aménager ou réaménager son terrain. Allô, Louise? Bonjour. Petite question en commençant. Pourquoi, à cette période-ci, on aménagerait notre terrain? Bon, on peut le faire en tout temps dans la saison, mais c'est ainsi, ça nous donne de bonnes idées parce que nos fleurs sont à leur apogée, les végétaux sont en floraison. Et les allocations familiales rentrent en juillet. aussi. Et comme l'aménagement, c'est sûr, on peut le faire sur une longue période, à ce temps-ci, mais on a beaucoup d'inspiration avec nos amis, avec les aménagements. Alors, ça nous inspire à prévoir ce qu'on va faire. Alors, pour planifier son aménagement, on
débute par quoi exactement? Bien, premièrement, il faut identifier nos besoins. C'est quoi qu'on veut dans notre aménagement? Est-ce qu'on veut un coin pour les enfants? Est-ce qu'on veut un coin pour le barbecue? Est-ce qu'on veut avoir un jardin? Est-ce qu'on veut une piscine? Alors, c'est bien important, si on le fait par nous-mêmes ou avec un professionnel, de séparer ces zones. De bien identifier par écrit ce qu'on veut. Déjà, là, ça nous aide à pouvoir planifier à long terme ce qu'on va faire. Ensuite de ça, il faut penser à l'environnement. Qu'est-ce qu'on a besoin pour l'environnement? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un terrain qui est en pente? Est-ce qu'on a un bon égouttement d'eau? L'exposition du soleil, le sol? C'est toutes des choses qu'on doit noter et observer pendant la saison pour pouvoir justement bien planifier son aménagement. Et ensuite, c'est vérifier tout le côté légal aussi. Savoir, y a-t-il des restrictions? Est-ce qu'on a le droit de mettre un spa? Est-ce qu'on a le droit de mettre une piscine? La longueur du terrain? Tout ce qui est attrait qu'on a besoin de renseignements. On a besoin de se renseigner si on a besoin de couper un arbre, peu importe. Mais je crois aussi, au niveau des règlements municipaux, il y a certaines villes qui exigent un minimum de 2 ou 3 arbres sur les terrains. Exactement. Une bonne référence, c'est d'aller voir sur le site Internet de la ville en question où ce qu'on habite. Ils vont nous donner pas mal les grandes lignes de ce qu'on doit faire et ce qu'on doit être au courant ou pas. Un coup que tu as mis par écrit et tu as consulté les spécialistes pour ça, tu fais quoi? Bien, tu te fais un petit plan, tu te fais un petit croquis. L'idée, c'est de mettre tout ce que tu veux sur ton terrain, peu importe si tu veux le faire ou le faire par un professionnel. C'est vraiment de te faire un petit croquis toi-même, te mettre des petites zones et tu peux le faire par étapes. Si cette année, tu veux faire tes plates-bandes, c'est le temps idéal à ce temps-ci de préparer nos plates-bandes, de déjà commencer à changer nos végétaux et on peut planter jusqu'au mois d'octobre. Pour mes plates-bandes? Oui, vous pouvez commencer déjà à planifier parce que qu'est-ce qui est bon à ce temps-ci, c'est que les végétaux sont à rabais. Alors, c'est on aime ça. Exactement. On peut commencer à en planter un petit peu pendant la saison. On a l'avantage d'avoir des prix qui sont plus intéressants pour les vivaces. Alors, on peut commencer à planifier nos jardins de vivaces à ce temps-ci et on peut planter jusqu'au mois d'octobre. Alors, ça prend en plus, les végétaux vont gagner une année. Alors, quand on les plante, le système racinaire va être plus formé et déjà l'année prochaine, on va avoir un résultat dans nos plates-bandes. Alors, pour tout ce qui est côté végétaux, c'est parfait de le faire pendant la saison. Et si je m'achète un spa, tu me conseillerais de mettre quoi alentour? Bien, un spa, ça dépend ce qu'on veut faire aussi. Quand je vais aller dedans, là. Mais... Oui, mais moi, j'aime bien qu'il soit entouré de végétaux, justement, pour se créer un petit écran puis avoir un petit côté privé. Mais il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Est-ce qu'il y a des arbustes que tu suggérais plus qu'un autre alentour de ton spa? C'est sûr, tout ce qu'on utilise de conifères va faire vraiment un écran ou des feuillages persistants. C'est-à-dire des feuillages ne perdront pas leurs feuilles à l'automne. Alors, ça va être vraiment un écran qui va persister, qui va vraiment nous cacher du voisin, nous donner une petite intimité. Dans le coin des enfants, tu nous suggères quoi? Bien, dans le coin des enfants, moi, ce que je vous suggère, c'est de regarder des magazines, de déchirer des feuilles, de se faire vraiment un petit cahier des goûts qu'on aime, des choses. On va chez un ami, on prend des photos, ce qu'on aime dans nos plates-bandes, on les pose, on les identifie. Comme ça nous permet de voir ce qu'on aime, ce qu'on veut conserver et ce qu'on veut utiliser. Alors ça, c'est un moyen de le faire. Puis maintenant, aussi avec Internet, on a la chance d'avoir plein d'idées à notre disposition, alors on a moyen de faire de grandes choses. Et si on possède une petite fontaine, il y en a plusieurs, le plus ça va, on dirait que plus ils ont la cote. Les fontaines, je pense que tu peux lui mettre des nénuphars ou des fleurs d'eau. Ça dépend de la grandeur, mais effectivement, le côté d'eau, c'est vraiment rendu à la mode. Alors, il y a moyen de même faire des jardins en pot. Et il n'est pas trop tard en juillet? Non, absolument pas. On peut le faire toute l'année, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu notre jardin, maintenant, c'est la continuité de notre maison. On décore, on crée des atmosphères, alors les opportunités sont grandes et on peut faire de grandes choses et à moindre budget. Bien, merci beaucoup, Louise. Écoute, c'était un plaisir. Tu nous as appris beaucoup tout au long de la saison. Je te remercie. C'était la dernière fois qu'on jardinait ensemble. Alors, les gens à la maison, bien, suivez ces bons conseils. C'est sûr que quand on a tout par écrit, on a ça en photo ou des découpures, comme tu nous disais, de magazines. Exactement. Il y a toujours Internet. Alors, bien, merci. Bien, c'était un plaisir. On passe au prochain bloc. On a parlé d'arancini, c'est maintenant le temps de goûter un arancini. Vas-y donc. Allez, la première. Et moi, je mange arancini québécois. Okay. Donc, c'est un pâté chinois en arancini. En boule? Donc, avec le même concept de l'arancini qu'on parlait tout à l'heure, mais avec le mélange de pâté chinois, qui est steak bédin de patate avec une petite sauce ketchupée. Le japonais, ça, c'est le japonais, celui-là, ici en avant. Exact. Okay. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est, encore une fois, toujours le même concept de riz. À l'intérieur, on a des petites crevettes de matane dans le mélange avec du riz, des avocats, puis on a une grosse crevette qui ressort, juste pour qu'on les reconnaisse plus facilement, puis ça fait plus frais.
t'as quoi dans ton assiette? Moi, j'ai un arancini indien. Indien, donc à base de curry. À base de curry, poulet à l'intérieur avec tomates. C'est un petit mélange. En fait, ça, c'est le mélange de cuisson qui est servi en sauce à côté. Chaque arancini a sa petite sauce. À sa petite sauce. Toi, t'as le ketchup. Moi, j'ai du ketchup, mais moi, ça va avec le pâté chinois. OK. Puis moi, j'ai ici l'italien, qui est celui de base. Qui est celui de gauche, oui. OK. Et ça, on a quoi là-dedans? L'italien, c'est la recette originale qu'on disait tout à l'heure. Donc, prosciutto, les pois, sauce tomate, fromage mozzarella à l'intérieur. Puis il y a la sauce tomate à côté. Il faut y aller avec la petite sauce tomate. Oui, c'est toujours meilleur avec la sauce. Puis tu vas nous préparer un cocktail pour terminer la saison. Un cocktail, oui. C'est une sangria. L'été, c'est toujours le fun. Boire un petit verre au soleil. Tu dis remixer, alors remixer. J'ai l'air d'avoir beaucoup d'ingrédients, mais il n'y a pas beaucoup nécessairement d'alcool à l'intérieur. On commence avec du vin blanc. Donc, c'est mon vin blanc préféré. Barefoot. Ah oui? Honnêtement, n'importe quel type de vin est bon dans une sangria. C'est vrai. Puis, tu sais, à votre guise, tu sais, on met la quantité. Oui, votre alcool. Peu importe. Exactement. Donc, mais la petite sauce, là. Oui, la petite mayonnaise, là. Ben, tu l'as fait avec quoi? C'est un petit peu relevé, hein? La petite mayo, ça c'est la mayo épicée. En fait, c'est la sauce qui est servie avec le arancini japonais. Avec la crevette. Donc, on va mettre un once de saut. Quoi? Faut que je mange, moi, là? Est-ce que vous aimez le saut? Ben oui, la bien sûr. liqueur de litchi. Bien sûr, c'est très bon. Donc, on va en mettre un demi-once. Pas plus? Ben, tu sais, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent plus d'alcool. Là, moi, j'en mettrai pas trop parce que j'ai beaucoup de. C'est vraiment délicieux. Donc, peach snap, toujours bon. Un demi-once encore. C'est un peu plus qu'une demi-once que je t'ai vu, hein? Oui. Mais tu nous mets un petit peu plus. Oui, c'est parce que tu as fait le commentaire. Sinon, moi, je me serais limitée à un demi. Ensuite, grand marinier. Là, on n'a pas encore mis de jus. Liqueur d'orange. On n'a pas mis de jus encore, non. Ni de liqueur, rien, là. Juste de la boisson. Ouais. On va avoir du plaisir. Mais est-ce que tu me permets pendant ce temps-là de dire un gros merci à notre équipe? Oui. Hein? D'abord à tous nos invités, nos chroniqueurs, nos commanditaires, l'équipe de production, nos producteurs. Quel été on a passé? C'est assez extraordinaire. Wow! Et merci aussi à vous de nous avoir accueillis pendant tout l'été dans vos maisons. On termine ça avec donc du jus de canneberge blanc. Ça fait un bon mariage avec le saut. Oh, j'aime ça, la couleur en plus. Ouais. C'est très coloré, Eric, hein? C'est coloré. Non, mais j'aime ça. C'est parce que moi, j'aime ça. J'aime le jus de canneberge blanc, j'aime le vin blanc. Parce que moi, c'est dans tes cordes. Oui, mais c'est ça, on va mettre du rouge. Je vais mettre un petit peu de grenadine, mais encore une fois, c'est au choix. Tu sais, il n'y a pas toujours tout le monde qui aime ça. Moi, j'en mets une mini-goutte. Et évidemment, moi, je trouve ça vraiment important. Oui. C'est tellement meilleur quand il y a plein de fruits. Puis moi, particulièrement, j'aime les fraises et les framboises. Donc, je vais mettre ça dans notre cocktail. Des framboises, des fraises. Hey, c'est vrai, les légumes à Rocco. Oui, les légumes. Oh! C'est des aubergines. Ça, c'est un oignon. Oui. Là, tu branches. Alors, tu voilà. mélanges tout ça, j'allais dire, tu branches. On mélange le tout. C'est le temps de boire. C'est le temps de boire. Hop, pardon. C'est délicieux, hein? Très bon. C'est bon, c'est oui. ça. Très, très bon, ça. Très bon. Alors, c'est la cuisine mobile to go. Ils ont une page Facebook. Je l'ai dit, mais je vais le répéter, le numéro de téléphone. 514-978-6846 si on veut avoir cette cuisine mobile sur son site pour son événement. Voilà. Donne la don à Jésabelle tout de suite, tiens. D'accord. C'est elle l'alcoolique, c'est pas moi. J'en profite pendant qu'elle a la bouche pleine. Bon, mais il ne me reste plus qu'à faire un toast à toute l'équipe, à toutes vous autres, et à vous souhaiter une magnifique fin d'été, puis à se donner rendez-vous peut-être la saison prochaine, on ne sait jamais. Bye tout le monde. Au revoir. Bye bye.